Pour ce qui est d'aujourd'hui et de l'avenir, en dehors des rendez-vous prévus dont je vous ai déjà parlé, ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, je suis à peu près au même point que l'année dernière au mois de juin en ce qui concerne les douleurs de base. Donc post-douleurs neuropathiques, mes douleurs de base sont restées les mêmes. Il y a des jours avec, des jours sans. Sur mon échelle de douleur personnelle, allant théoriquement jusqu'à 10, même si j'estime avoir atteint le 12 à un moment, aujourd'hui je pense naviguer entre 3 et 5 selon les jours. Les lendemains de journée où je n'ai pas pu faire de sport exceptionnellement, je le paye un petit peu cash. Généralement, ce sont des journées à 5. Quand ça se déroule bien et que je peux suivre exactement mon planning, je suis plutôt sur du 3-4. Voilà, je sais qu'il faut faire avec. Je ne veux pas reprendre de médicaments, donc je vis sans antidouleur. J'utilise le sport comme une thérapie. Chaque jour normal, hors contrainte de planning particulière, je fais 1 heure de renforcement musculaire et un quart d'heure d'étirement extrêmement poussé pour tenir la colonne dans le sens où elle doit rester, et ce n'est pas une mince affaire. Il y a des jours où j'aimerais pouvoir me voûter et me mettre en boule, mais ce n'est pas une bonne idée, et dans ces moments-là, je visualise des vis et des plaques en fer, et je me dis que je vais aller faire le taf pour, si possible, éviter cette issue-là. Je ne veux pas d'arthrodèse, donc je continue grâce à ça, mais je ne prends pas de médicaments. Pour m'aider, j'ai derrière moi mon tapis chauffant, celui que vous connaissez bien, qui est dans toutes mes vidéos. Là, principalement pendant l'hiver, je le rallume de temps en temps pour me faire du bien, parce qu'il est vrai que c'est très compliqué pour moi de rester en contact avec une surface pendant plus d'1 heure. Ce fauteuil est un fauteuil extrêmement adapté pour les pathologies du dos. Je l'ai renforcé avec un tapis de gym qui fait le tour, plus mon tapis chauffant pour obtenir, comme vous le voyez ici, quelque chose d'un peu molletonné et qui me chauffe quand j'ai besoin. Donc ça, c'est sûr que ça m'aide. J'ai également un coussin pour mon assise qui amortit un petit peu les chocs et qui me permettent d'être dans un petit cocon. Pour dormir, j'ai un grand coussin en U, un petit peu comme les coussins pour les femmes enceintes que j'ai acquis pendant la spondylodicite avant même d'entrer à l'hôpital et que j'ai bien sûr conservé par la suite. J'avoue que sans lui, j'aurais de grandes difficultés à dormir correctement la nuit. Il me sert à être calé, il m'empêche de bouger et de me retourner sur le dos, puisque mon vrai problème aujourd'hui, c'est que je ne peux pas m'allonger sur le dos. Et il est probable que je ne pourrai plus jamais m'allonger sur le dos en ayant cette boule dans la zone où il y a le bloc vertébral, là où les vertèbres se sont soudées entre elles. Ça fait sous le doigt une boule qui est assez imposante, et si je m'allonge sur le dos dessus, eh bien au bout de quelques secondes, la douleur de la zone précisément devient vraiment trop importante. Donc même dans un lit sur un matelas, c'est compliqué, je suis forcée de rester en latéral. Ce n'est pas grave, il y a des gens qui vivent avec des problèmes plus sérieux que ça, mais donc le coussin en U m'aide à éviter, en plein milieu de mon sommeil, de basculer dessus, et vu qu'à cause du syndrome des jambes sans repos, comme je l'expliquais plus tôt dans la vidéo, j'ai tendance quand je dors à être ultra raide comme un bout de bois, mes jambes se tétanisent et tout mon corps se raidit en même temps. Si je me retourne à ce moment-là sur le dos, je ne vais pas du tout me retourner de manière souple. Il y a de fortes chances que je sois un petit peu un bloc de béton. Et par conséquent, le coussin en U, encore une fois, m'évite ce genre de désagrément. Je reste calée dans une position pendant des heures. Au bout d'un moment, si je n'en peux plus, je me retourne de l'autre côté. Mais je reste philosophe par rapport à ça, parce qu'après tout, quand je suis revenue de l'hôpital pendant les 2 mois qui ont suivi, j'ai dormi de cette manière-là, alternativement, sur un côté ou sur l'autre pendant des heures, puisque de toute façon, je ne pouvais pas bouger. Je ne voulais surtout pas déclencher les douleurs neuropathiques sur un faux mouvement, déjà qu'elles venaient quand je ne demandais rien. Donc je ne bougeais plus, et j'ai appris, pendant cette période, à rester bloquée dans une même posture pendant plusieurs heures. Et donc, depuis l'année dernière, eh bien, j'ai tout simplement gardé mes bonnes vieilles habitudes. Je continue avec mon coussin à me mettre dans une position et à ne plus bouger. Et si je décide de me retourner, c'est après un vrai réveil. En tout cas, je ne peux pas me retourner n'importe comment en dormant, et c'est le principal. Voilà pour mes trucs et astuces, sport, étirement, chaleur, coussin en U. Je fais le maximum pour être en bonne forme, continuer vraiment le renforcement musculaire. Je prends à côté de bonnes vitamines, une alimentation vraiment très saine. Évidemment, dès que j'ai pu, j'ai repris tout ce que j'avais mis en place en 2023, mon jeûne intermittent, mon alimentation super calibrée, tout ce qui m'allait bien
pour continuer progressivement ma perte de poids. Depuis que mon ventre a dégonflé au printemps dernier et qu'on va dire que j'ai arrêté les médicaments, petit à petit, j'ai repris le chemin de mon plan initial. À partir de juillet environ, j'ai commencé à reperdre du poids. J'ai donc eu à l'arrivée une interruption de 7 mois dans mon agenda d'origine. Ça va donc se prolonger un petit peu plus loin que ce qui était prévu initialement, mais je garde bon espoir, je me connais, je vais y arriver. Quand je décide quelque chose, généralement, je le fais, je vais jusqu'au bout. C'est un contretemps, mais ce n'est vraiment pas grave et je l'accepte. Ça me redonne un objectif supplémentaire et ce n'est pas plus mal. Donc voilà, mon plan va continuer sur les prochains mois pour aller au bout de ce qui était prévu à l'origine. Et puis bien sûr, j'ai accepté les modifications que j'ai dû faire dans ma vie, puisque les séquelles que je garde, le fait que mes nerfs ne reviendront peut-être pas totalement à la normale, j'ai manifestement des racines nerveuses qui sont endommagées définitivement. Je garde espoir parce qu'on dit à juste titre que le corps humain est une merveilleuse machine capable de recréer des connexions et que jusqu'à 2 ans après la spondylodicite, on peut avoir de bonnes surprises. Passer ce délai, ça devient plus compliqué, mais là, je suis encore à moins d'1 an si l'on part de la fin de l'antibiothérapie, ce qui veut dire que j'ai encore un petit peu de temps devant moi. J'ai des moments où je suis plus pessimiste parce qu'après tout, mes douleurs n'ont plus changé depuis 7 mois. J'ai l'impression de stagner, d'être stabilisée dans une espèce d'inconfort général et que ça ne veut plus progresser. Mais on verra bien dans l'année qui vient si j'ai une bonne surprise et que les choses repartent. J'essaye d'alterner intelligemment optimisme et réalisme. Je suis réaliste, je sais que ça peut rester comme ça. Et en même temps, j'ai envie d'être optimiste et de me dire que mon corps est sorti de tellement de choses l'année dernière qu'après tout, pourquoi pas, peut-être qu'il va reprendre une phase d'amélioration et que dans 1 an, je vous dirai que les douleurs de base ont disparu, que j'ai pu reprendre totalement une vie normale. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas, je ne vais pas mentir. Il y a tout un tas de choses que je ne peux plus faire. J'ai parlé de ma position sur le dos, c'est vrai quand je suis allongée, mais c'est également un problème quand je suis assise. Par exemple, je ne peux plus prendre la voiture pour de longs trajets. Prendre la voiture tout court est une douleur pour moi et conduire est particulièrement difficile parce que quand vous conduisez, forcément si vous conduisez bien, vous tournez la tête régulièrement et en faisant ça, votre buste bouge et frotte sur le siège. Et vu que là, au moment où je vous parle, je sens la boule dans mon dos, là ça va dans ce tapis, mais dans un siège de voiture avec les bosses, les plaques d'égout, les dos d'âne, les nids de poule, tout ce qui s'ensuit, et le fait que vous devez garder un corps mobile pour tourner le volant, passer les vitesses, bouger le corps, etc., c'est très compliqué pour moi parce qu'aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas en capacité de faire un créneau. Pour ne prendre que cet exemple-là. Il y a d'autres manœuvres du même ordre qui sont compliquées pour moi. Or, à la base, conduire était véritablement un plaisir en ce qui me concerne et prendre la voiture est devenu une corvée. Par exemple, là, à l'automne, j'avais plein de rendez-vous chez le dentiste. J'ai demandé à mon mari de m'accompagner parce que c'est un endroit où pour se garer, c'est la croix et la bannière. Et de devoir manœuvrer sur un parking tout rikiki où on ne peut pas bien se garer, eh bien pour moi c'était une épreuve là où auparavant je n'y aurais même pas pensé. Les longues distances en voiture, c'est encore un autre problème, mon dos s'ankylose, au bout d'un moment mes dorsaux ne me tiennent plus, il faudrait que j'aille me mettre sur le siège arrière en boule, en position latérale, et ce n'est pas forcément quelque chose qu'il est évident de faire. Et donc c'est vrai que pour le moment j'ai aboli les longs trajets, ce qui veut dire par exemple que je ne peux plus rendre visite à mes parents qui sont à Lyon, faire un Toulouse-Lyon en voiture. Aujourd'hui, je ne m'en sens pas capable. Je ne pourrais pas arriver à faire 600 km assise où je vais le payer pendant 1 semaine. Je sais exactement comment les douleurs vont se réveiller. Même chose si je dois aller à Nice dans la famille de mon mari. On est un petit peu bloqué. Je ne me sens pas capable de faire ce trajet-là. Et ce serait d'ailleurs, parce qu'on me l'a proposé, un peu le même problème si je dois prendre le train. Rester assise pendant 4 ou 5 heures sur un siège pas forcément très confortable en n'ayant pas la possibilité de pouvoir aller m'allonger sur le côté, ne serait-ce que sur un tapis de gym, m'étirer, faire des exercices particuliers, etc. Eh bien, ne pas pouvoir faire tout ça et devoir rester assise dans un environnement que je ne contrôle pas, actuellement, c'est au-dessus de mes forces. Donc, il faut que je compose avec ça, même s'il y a des jours où ça me fait un peu grogner. J'adapte ma vie autour de ces contraintes. Et il y a quelques renoncements à côté de ça qui, pour moi, ont été un petit peu difficiles à digérer. Par exemple, je sais que, à moins d'un miracle, je ne monterai plus jamais dans un grand 8. C'est une très mauvaise idée, mon dos est fragilisé, je ne suis pas à l'abri, en prenant de l'âge,
d'avoir comme des micro-fissures, ce n'est pas le bon terme, mais vous voyez l'idée, qui pourrait apparaître dans les vertèbres qui ont morflé. Elles sont de toute façon très abîmées. Et appliquer les contraintes d'un grand 8 sur un dos tel qu'est mon dos aujourd'hui après la spondylodicite, eh bien ce serait vraiment une idée débile, compte tenu que je veux éviter l'arthrodèse et que je fais tout ce que je peux pour l'éviter. Donc, grosse croix sur les grands 8, sachant que les parcs d'attractions font partie de mes grandes passions. Ce sont des endroits où j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais plus jeune. Là, ça faisait quelques années. Je ne dis pas non plus que j'avais l'intention d'y aller tous les mois, mais l'idée que c'est quelque chose qui aujourd'hui m'est interdit et qu'il est probable que plus jamais je ne connaîtrai la sensation de monter dans un grand 8, le fait de me dire que je ne peux plus faire ça, même si je n'avais pas l'intention il y a encore un an d'y retourner là tout de suite maintenant, le fait de devoir y renoncer, c'est quelque chose de difficile, effectivement. Ça fait partie de ces petites choses qui sont non essentielles, bien évidemment, mais qui donnent un petit peu de goût, de sel à la vie. Et c'est comme quand on dit à quelqu'un, voilà, ça, c'est ton dernier morceau de chocolat, profites-en bien, plus jamais tu n'auras l'occasion de manger du chocolat, pour une raison ou une autre. Ben là, c'est un petit peu pareil, sauf que la dernière fois que je suis montée dans un grand 8, je ne savais pas que c'était la dernière fois. Je n'ai pas pu me préparer psychologiquement à ce genre de choses. Donc, il y a des jours où j'en ris, et il y a des jours où je fais un peu grise mine, où ça me déprime un peu. Mais bon, là aussi, c'est comme ça. Dans les autres contraintes relatives aux séquelles, pour le moment, je ne peux pas dormir ailleurs que chez moi, parce qu'il faudrait que je trimballe mon coussin en U de partout. C'est un coussin qui est très long, qui fait 1,60 m de long. Il n'est pas facilement déplaçable, il reste à ma place tout le temps. Je ne peux pas décemment demander aux gens que je connais de s'équiper de coussins en U si je suis amenée à aller chez eux. Pareil si on doit aller à l'hôtel. Pour le moment, donc, on évite toute sortie de ce type avec mon mari. On reste chez nous. Je suis devenue très peu déplaçable. J'étais déjà quelqu'un de casanier à la base, mais là, l'idée de devoir aller poser mon dos tout déglingué dans un autre lit que le mien, en sachant déjà à quel point notre lit, alors qu'il est extrêmement bon, on a investi dans un matelas hors de prix pour tenir compte de tout ça, et que ce soit plus facile pour moi. Quand je vois déjà dans notre lit à nous les difficultés que je rencontre parfois, je me dis qu'aller ailleurs, que ce soit chez des proches ou à l'hôtel, pour en revenir toute cassée, ce n'est pas une bonne idée. Là aussi, je préfère éviter de tenter le diable. Je reste chez moi et je me dis que ce n'est pas grave, on verra plus tard. Donc voilà, ce sont des tas de petits désagréments. Je vous ai donné quelques exemples qui sont vraiment minimes par rapport à ce qu'aurait pu être une paralysie, puisque la spondylodicite m'amenait vers un risque de paralysie compte tenu des délais. En fait, j'ai découvert par la suite que passer 2 mois de non prise en charge après l'infection, eh bien, c'est à partir de ce moment-là que très rapidement, on peut avoir des dégradations neurologiques très importantes. C'est pour ça que pendant ma première semaine à l'hôpital, les médecins me surveillaient comme l'huile sur le feu. Ils ne m'avaient pas exactement parlé de ce délai moyen, mais je pense qu'ils avaient fait le calcul et qu'ils savaient que c'était là que ça allait se jouer. Et c'est pour ça qu'on me faisait en permanence me mettre sur la pointe des pieds, marcher, me plier, etc. pour vérifier que le bas de mon corps répondait correctement aux influx nerveux. Parce qu'en fait, l'issue la plus mauvaise, en dehors du décès, bien évidemment, que je pouvais obtenir avec cette maladie, c'était une paralysie ou un dysfonctionnement total ou partiel des membres inférieurs relatifs à une détérioration absolument irréversible des racines nerveuses autour de mes vertèbres. Dans mon cas, la chance que j'ai peut-être eue, c'est que la bactérie s'est placée au niveau des vertèbres dorsales et non pas lombaires, comme c'est plus souvent le cas, ce qui fait que ça a un petit peu limité les risques directs sur les membres inférieurs parce que les connexions sont un petit peu différentes dans ce cas. Je ne rentre pas dans les détails ici parce que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, mais vous voyez l'idée, l'infection a été placée plus haut sur la colonne et c'est une chance par rapport à ça, même si ça a rendu le diagnostic plus difficile parce que c'est une situation plus rare que la spondylodicite placée au niveau des lombaires. Donc côté diagnostic, ça n'a pas été rapide. Par contre, côté séquelles, il est probable que si la spondylodicite avait été placée plus bas sur la colonne, eh bien peut-être que les choses seraient différentes aujourd'hui. Tout ça est un jeu de chance et de malchance. Il faut prendre le meilleur et laisser le reste. C'est ce que j'essaye de faire depuis l'année dernière et pas à pas de me réapproprier ma vie à peu près comme je le peux. Il y a des jours où je réussis mieux que d'autres, mais je suis foncièrement persuadée que je vais vers du mieux, même dans les journées où c'est difficile, même dans les journées où j'ai un petit peu envie de baisser les bras.
Moi, en tout cas, ça m'a fait du bien d'en parler ici parce que ça faisait très longtemps que j'avais besoin d'évoquer tout ça, parce que je n'ai jamais pu le verbaliser réellement en dehors des discussions avec mon mari, bien évidemment. Je pense que j'avais envie de transformer cette expérience qui a vraiment été traumatisante en quelque chose de positif, dans le sens où partager mon expérience aidera peut-être quelqu'un un jour, peut-être pas demain, peut-être pas cette année, mais peut-être que dans 3 ans, une personne tombera sur cette vidéo pour elle-même ou pour un proche et que ça lui sera utile pour être diagnostiqué plus rapidement et éviter de subir toutes ces douleurs pendant des mois en allant plus vite vers le bon diagnostic, en poussant peut-être son médecin à faire les bons examens plus rapidement, parce qu'effectivement beaucoup de médecins ne pensent pas à la spondylodicite en premier, tellement elle est rare. Mon propre infectiologue m'a confessé au dernier rendez-vous, avant de repartir à Madagascar, que j'étais son 3e cas depuis le début de sa carrière, en tant qu'infectiologue et pas en tant que généraliste. Donc même en tant qu'infectiologue, c'était vraiment une toute petite portion de son travail, ce qui veut dire qu'on est souvent mal diagnostiqué, tout simplement parce que les médecins, de la même manière qu'ils connaissent très mal le syndrome des jambes sans repos et que c'est toujours à moi d'expliquer ce qu'il en est, que ce n'est pas une maladie circulatoire mais neurologique, eh bien là, pour la spondylodicite, c'est vrai que penser en diagnostic à une maladie qui ne sort que très rarement du chapeau, qui ne concerne pas beaucoup de monde, encore plus quand il s'agit d'une personne comme moi qui ne rentre pas dans les bonnes cases, pas le bon âge, pas le bon sexe et pas de fièvre, donc vraiment un diagnostic compliqué, je peux le concevoir. Eh bien le fait qu'une personne potentiellement concernée par la maladie voit cette vidéo l'aidera peut-être à dire à son médecin est-ce que ce ne serait pas une spondylodicite à tout hasard, et en fait d'arriver à la même conclusion que moi après mes recherches de décembre 2023, mais sans avoir besoin d'attendre des semaines et des semaines. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous redonne quelques conseils de fin pour boucler tout ça, qui découlent vraiment de ma propre expérience, à vous de vous les approprier comme vous le sentirez, à savoir, ne restez pas seul dans ce type de situation, faites-vous toujours accompagner et soutenir à vos rendez-vous médicaux, que quelqu'un parle pour vous quand vous n'avez plus la force de le faire, quand vous n'êtes plus en capacité d'exprimer correctement avec les bons mots ce que vous ressentez. Bataillez pour défendre ce que vous dit votre corps. S'il vous dit que ça ne va pas, ne laissez pas quelqu'un d'autre, même un médecin, vous dire que c'est dans votre tête et rentrez chez vous. Si votre corps vous dit le contraire, bataillez, expliquez exactement ce que vous ressentez, ne vous laissez pas endormir comme j'ai pu le faire moi à un certain moment parce que je voulais rester gentille et polie. Dans ce genre de situation, vous bataillez pour votre survie ou au moins pour votre intégrité physique et mentale. Donc battez-vous, n'hésitez pas, il n'y a pas de politesse dans ce cas. Vous pouvez rester digne bien évidemment, mais sachez défendre votre beefsteak et là, il s'agit de votre santé. Donc n'hésitez pas. Enfin, suivez aussi votre instinct. Il est bien sûr important d'écouter les conseils du personnel médical dans son ensemble, mais vous avez un rôle à jouer dans la compréhension de ce qui vous arrive, dans le choix de telle ou telle thérapie. Comme dans mon cas, j'ai refusé l'arthrodèse parce que mes recherches m'ont montré que ce n'était pas pour moi. Peut-être que pour vous, ce serait une bonne chose, mais pour moi, ce n'était pas le cas. Donc faites vos recherches. C'est très important que vous soyez partie prenante de tous les processus qui vous concernent. Suivez un minimum votre instinct tout en restant aussi rationnel, c'est-à-dire en n'étant pas uniquement dans la superstition, bien évidemment, mais écoutez-vous, faites-vous confiance, prenez plusieurs avis chaque fois que c'est pertinent. Et surtout, pour terminer, acceptez vos moments de faiblesse. Ce ne sont pas des moments de faiblesse, ce sont des moments de récupération. Acceptez d'avoir des moments de déprime quand vous êtes très malade. Acceptez d'avoir des pertes de courage par moment, ça fait partie du processus. On ne peut pas être courageux et brave tout le temps. Il y aura des moments de doute, des moments de pleurs, des moments d'incertitude. Ça fait partie de ce qu'il faut traverser dans ce genre de cas. Et personne n'a le droit de vous juger si certains jours vous estimez que vous ne pouvez plus, que la douleur est trop importante, que vous n'avez plus le courage, qu'il faut que quelqu'un prenne le relais pour vous et que quelqu'un parle en votre nom et défende votre voix, comme j'ai dû le faire avec mon mari pour obtenir mes gouttes de Laroxyl, pour obtenir tout simplement qu'on m'écoute par rapport à la douleur, parce que si je m'étais contentée d'acquiescer en disant « Ah bon, bah très bien, c'est le protocole, je reste comme ça », je pense que j'aurais fini par me suicider devant la douleur ou que mon cœur tout simplement se serait arrêté de battre parce que trop, c'était trop. Donc il a fallu insister et mon mari a su le faire en mon nom les fois où je n'y arrivais plus moi-même. Pour vous, c'est pareil. Trouvez quelqu'un autour de vous, un proche, un ami, qui que ce soit.
Trouvez quelqu'un qui porte votre voix quand pour vous ça devient trop difficile. Sur cette conclusion, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout en étant désolée pour sa longueur, mais vous avez pu voir qu'il y avait beaucoup de choses à parcourir et encore j'ai enlevé pas mal d'éléments et d'anecdotes parce qu'il y aurait vraiment de quoi faire un livre et je pense qu'à un moment je me pencherai sur la question et que je transposerai aussi tout ça dans un récit écrit. Ce sera une autre manière d'aborder les choses. Merci vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, même si elle n'était pas des plus joyeuses, et je vous retrouve très prochainement avec un nouvel épisode de Tuto Bar. À très bientôt!